Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité, révision de la contribution nationale pour un avenir écologique vers une résilience engagée. Et enfin, dans l'actualité internationale, la course contre l'extinction s'intensifie, espace végétal en péril. Eh bien, à la une, dans l'actualité, le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mohamed Ali Youssouf, a participé à la réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères des pays de la Ligue arabe sur la Palestine, qui a eu lieu aujourd'hui au Caire. Cette réunion a été organisée à la demande de la Palestine et dirigée par le Maroc, actuel président du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel. Eh bien, lors de cette réunion, les ministres arabes des Affaires étrangères ont discuté des actions politiques au niveau arabe et international en vue de mettre fin à la guerre israélienne dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie djiboutienne était accompagné d'une importante délégation, comprenant notamment l'ambassadeur de Djibouti en Égypte et son représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, M. Ahmed Ali Barre. Nous reviendrons en images dans nos prochaines éditions. À la une, dans l'actualité nationale, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu aujourd'hui dans le salon d'honneur de la primature M. Elki, ambassadeur de la République démocratique et populaire d'Algérie, venu lui faire ses adieux au terme de sa mission dans notre pays. Eh bien, à cette occasion, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et le diplomate égyptien ont fait un tour d'horizon sur les différents programmes réalisés de concert dans le cadre du partenariat fructueux existant entre les deux pays. Eh bien, le Premier ministre a félicité le diplomate algérien pour le travail remarquable accompli durant sa mission à Djibouti. Il n'a pas manqué aussi de souhaiter à l'ambassadeur une bonne continuation dans sa carrière professionnelle. Et pour sa part, l'ambassadeur d'Algérie, M. Mohamed Elki, a remercié le gouvernement pour son accueil chaleureux et son soutien tout au long de sa mission diplomatique. Ont assisté à cet entretien plutôt le chef de cabinet du Premier ministre, M. Ali Sillaï. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, accompagné du secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar, qui s'est déplacé à Genève, la capitale de Suisse, pour prendre part aux travaux de la 74e session du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui s'est tenue du 7 au 13 octobre prochain. La délégation djiboutienne a été accueillie et accompagnée durant cette mission par l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti à Genève, Mme Khadra Ahmed Hassan, qui a par ailleurs été élue par acclamation lors de la 113e session du comité de la présidence. Du comité exécutif du programme du Haut Commissariat a dans son discours d'ouverture l'ambassadrice et présidente du comité du bureau du comité de programme du Haut Commissariat, Mme Khadra Ahmed Hassan, a dans un premier lieu déclaré ouvert les travaux de cette 74e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat. Elle a souhaité la bienvenue à toutes les délégations et à distingués invités et a indiqué qu'il y a environ 108 millions de personnes dans le monde qui se sont déplacées depuis les répercussions des conflits, de la violence généralisée et de la violation des droits de l'homme, soit une augmentation de 19 millions par rapport à l'année dernière lors de la 113e session. Cela représente-t-elle, a-t-elle dit, plus du double de 42 millions de personnes déplacées il y a 10 ans, en 2013. Cette situation donne lieu à des graves difficultés pour les organisations humanitaires comme le HCR, a-t-elle martelé l'ambassadrice. En continuant, l'ambassadrice a rappelé le rôle du comité exécutif pour aider le HCR à relever ce défi qui demeure essentiel à cet égard. Écoutons-la. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, a dans un discours indiqué que la République de Djibouti a traduit dans les faits les engagements solennels qu'elle avait pris lors du sommet de septembre 2016 à New York par le président de la République, son Excellence Ismaël Marguelé, malgré les défis multiformes rencontrés. Écoutons le ministre de l'Intérieur. Moi d'adresser mes félicitations à Madame la Présidente sur la manière pragmatique dont elle dirige les débats, ainsi que le secrétariat et les membres du bureau pour l'organisation efficace de cette 74e session de l'EXCOM. Mes félicitations vont également à l'endroit du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour le plaidoyer et les actions continues qu'il mène pour les personnes déplacées. Cette rencontre annuelle est un moment solennel de concertation, de réflexion et d'action. C'est l'instant idoine pour revoir notre copie
en matière d'action à l'aune de nos engagements et de nos responsabilités collectives. Madame la représidente, Mesdames et Messieurs, la République du Djibouti a traduit dans les faits les engagements solennels qu'elle avait pris au sommet de septembre 2016 à New York, et ceci malgré les défis multiformes rencontrés. En effet, pour améliorer significativement les conditions de vie des populations réfugiées et des communautés hôtes, le gouvernement de Djibouti, avec l'aide des partenaires au développement, a engagé de vastes efforts pour développer des habitations résilientes avec un meilleur accès à l'eau potable et à l'électricité, ainsi que des constructions de routes, et ceci dans les différents sites où sont installées les populations réfugiées. Dans le domaine de l'éducation, les résultats obtenus sont remarquables. À cet effet, la déclaration de Djibouti sur l'éducation a eu un fort retentissement au niveau régional et continental. Plus d'une centaine d'étudiants réfugiés sont inscrits à l'Université de Djibouti. Certains d'entre eux ont bénéficié d'une bourse d'excellence gouvernementale pour des études à l'étranger, et ces derniers représentent parfois 40% au total des bourses dans certains secteurs. Le programme national de sécurité familiale est un autre exemple de résultats probants, dont 800 familles, soit environ 4000 personnes, bénéficient de la protection sociale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, ces résultats acquis dans l'inclusion des réfugiés s'inscrivent dans le cadre des engagements pris par mon pays dans les instances internationales et régionales. Malgré l'obtention de résultats tangibles dans le cadre des engagements pris par mon pays, l'assistance du système des Nations Unies n'arrête pas de diminuer. Par ailleurs, comme le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a détaillé dans son discours d'ouverture, les populations demandeuses d'asile et les migrants qui transitent dans les pays fonctionnent aujourd'hui en vase communicant. C'est le cas pour mon pays, d'1 million d'habitants, qui est devenu au fil des années un pays de transit, de destination et de retour pour les migrants venus en majorité des pays limitrophes. Eh bien, dans une réplique, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, a salué une fois de plus l'excellente politique d'accueil de Djibouti. Écoutons la réplique du haut-commissaire, M. Filippo Grandi. Je voudrais aussi saluer une fois de plus, je l'ai fait plusieurs fois dans le passé, aussi dans une visite que j'ai effectuée dans le pays, les excellentes politiques d'accueil de Djibouti que le ministre a évoqué tout à l'heure. Nous nous rendons compte du défi énorme que les mouvements et de réfugiés et migratoires représentent pour un petit pays avec des ressources limitées comme Djibouti. Et le ministre a bien décrit cette relation complexe entre l'aspect migratoire et celui de la protection. C'est pour cela que je pense que Djibouti, comme dans d'autres pays, il faut resserrer la coopération entre le HCR et l'OIM pour qu'on puisse, d'ailleurs je crois que la directrice générale de l'OIM visite Djibouti sous peu, ça sera l'occasion pour voir comment on peut ensemble travailler vraiment pour améliorer. Et merci Monsieur le ministre pour nous avoir donné une excellente présidente de session également. Direction Marrakech, au Maroc, où dans le cadre des assemblées annuelles de Marrakech de la Banque mondiale et du FMI, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussedawale, a participé à une table ronde sur le financement de l'éducation en période des crises multiples organisée par la Banque mondiale sous la présidence de Mme Mamta Murti, vice-présidente chargée du développement humain de la Banque mondiale. Cet important événement a permis de discuter des expériences et défis des pays en matière de gestion de niveau et d'efficacité des investissements dans l'éducation et dans un contexte de finances publiques tendues, tout en faisant face à la nécessité urgente de récupérer et d'accélérer l'apprentissage. Un panel de haut niveau composé d'un groupe varié de ministres des Finances et des ministres de l'Éducation ont discuté de manière d'augmenter le montant et l'efficacité des dépenses et de commencer à récupérer et à accélérer l'apprentissage. L'événement s'est appuyé sur la dynamique générée par un événement similaire organisé lors des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI 2023 et sur le soutien de l'ensemble de la communauté internationale et nationale de l'éducation qui s'est réunie au sein du comité directeur de haut niveau de l'UNESCO pour exprimer la nécessité de maintenir une plateforme active de discussion sur le financement de l'éducation entre les ministres des Finances et de l'Éducation.
Eh bien, lors de cet événement, le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussedawale, a partagé l'expérience de Djibouti sur le financement de l'éducation, notamment le développement des compétences pour améliorer l'employabilité de la jeunesse djiboutienne. Écoutons-le. Depuis très longtemps, nous considérons l'éducation comme une priorité absolue. L'éducation en général. Nous avons eu un déficit important sur la question de l'éducation parce que c'est un pays qui reste quand même assez jeune, indépendant depuis 1977 et qui manquait de tout en termes d'éducation. Et pendant assez longtemps, sur la période post-colonisation, nous avons gardé une éducation plutôt élitiste. Très peu de nos enfants sortaient de l'école, c'est vrai, avec une bonne qualité, mais beaucoup de Djiboutiens restaient en dehors et en marge de l'éducation. Nous, beaucoup de réformes ces dernières décennies, on a pu embarquer un ratio très élevé par rapport à la population. Donc l'enrôlement des enfants djiboutiens est arrivé à des proportions très importantes ces dernières années. Beaucoup d'infrastructures construites. On a besoin nous-mêmes de rechercher nos propres financements en premier, de financer ces réformes de l'éducation par nos propres ressources. Ce que nous mettons en ressources, plus important de ce qui est reçu de l'extérieur. C'est un. Deux, et d'ailleurs cette position confirme un peu l'absence de tous les partenaires qui sont censés accompagner les pays en voie de développement. Je ne vois personne ici en face, donc ça ne peut que renforcer notre intérêt à rechercher des solutions endogènes. Deux, j'aimerais insister beaucoup sur la disparité entre les ratios par rapport à un enfant dans une éducation traditionnelle par rapport à une éducation technique, formation professionnelle. Le coût pour former un enfant dans l'éducation technique, dans la formation technique, est beaucoup plus cher, plus élevé que un cursus ordinaire, et donc de mettre beaucoup d'efforts sur la formation technique, mais donc beaucoup de ressources. Troisième remarque, quand les partenaires sont avec nous sur ce sujet important, nous constatons également une disparité dans leurs interventions. Peut-être au niveau de chaque gouvernement, mieux organiser la coordination de l'aide, de s'assurer que tous les partenaires s'inscrivent dans les priorités qui sont définies par le gouvernement, dans commun accord, et de s'assurer que le value for dollar puisse payer efficacement dans le secteur de l'éducation. On reste toujours au Maroc où la délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussedawale, et comprenant le ministre du budget, Ousmane Ibrahim Roble, du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane Ali, ainsi que l'ambassadeur plénipotentiaire de la République de Djibouti au Royaume du Maroc, M. Mohamed Dour Hussi, et de nombreux responsables et cadres des différents départements des finances publiques ont participé à la réunion des gouverneurs du groupe Afrique, du FMI et de la Banque mondiale. Cette réunion a permis de consolider la solidarité du groupe dans la quête des solutions aux défis communs auxquels les pays africains sont confrontés. Lors des débats, les gouverneurs ont adopté les positions communes pour défendre et préserver les intérêts des pays africains dans cette période critique de l'évolution de l'économie mondiale et du processus de développement des pays africains. Retour à Djibouti où le ministère de l'Environnement et du Développement durable a procédé ce matin conjointement avec le PNUD au lancement d'un atelier de validation des options d'atténuation et d'adaptation de la contribution nationale déterminée, révisée dans la République de Djibouti. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Environnement, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, et a vu la participation, outre de la représentante du PNUD, les directeurs et secrétaires généraux des différents départements ministériels respectifs.
L'objectif de cet atelier consiste à faire d'une part une analyse détaillée des mesures options et une liste des projets proposés tant au niveau de l'adaptation que de l'atténuation, mais aussi de vérifier que ces solutions envisagées répondent clairement à nos objectifs de lutte contre le changement climatique. Le changement climatique représente les engagements pris par Djibouti dans le cadre de l'accord Paris sur le changement climatique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience des pays face aux impacts du changement climatique. Un engagement précurseur qui reflète la volonté politique de Djibouti de participer activement à la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre et de répondre à ses besoins en matière d'adaptation. Rappelons que cet atelier représentait la seconde étape de la révision de la amorcée en juin dernier. Eh bien, la représentante du PNUD a dans son discours souligné qu'elle constitue une démarche collaborative dont l'objectif final est de mettre sur pied un plan d'action climatique robuste et adapté à la réalité djiboutienne. Écoutons-la. Un grand plaisir et un grand honneur de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de lancement de la révision de la contribution déterminée au niveau national CDN de la République de Djibouti. La contribution déterminée nationale représente les engagements pris par le gouvernement de Djibouti dans le cadre de l'accord de Paris sur les changements climatiques qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience des pays face au changement climatique. Cela a été dit par le secrétaire général. La République de Djibouti a fait preuve donc d'un leadership exemplaire en soumettant sa contribution déterminée au niveau national en 2015 au cours de l'accord de Paris. Même si nous savons que la République de Djibouti n'est pas un pollueur, mais Djibouti contribue à sa façon donc à réduire les effets de gaz à émission de serre. Et cet engagement reflète la volonté du pays donc de participer activement à la réduction mondiale des gaz à effet de serre et à répondre aux besoins du pays en matière d'adaptation. Eh bien, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a dans son intervention rappelé que la République de Djibouti a ratifié toutes les traités relatifs à la lutte contre le changement climatique et a soumis au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique sa initiale en août 2015. Pour moi, un réel plaisir d'être parmi vous pour présider aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation des options d'atténuation et d'adaptation de la contribution déterminée au niveau national révisé de la République de Djibouti. À l'horizon 2050, en plus des défis démographiques et économiques, le monde sera confronté à une crise climatique si aucune action n'est prise. La sonnette d'alarme est tirée. La situation est préoccupante. Les différents rapports du GIEC et des instances internationales soulignent que les changements climatiques menacent l'existence même de notre humanité. Les conséquences y afférentes ne sont pas à présenter. Elles portent préjudice au développement socio-économique et aux efforts engagés par les gouvernements en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. Les pays en développement, notamment la République de Djibouti, sont particulièrement vulnérables aux conséquences dramatiques des changements climatiques. Pour faire face à ces fléaux des temps modernes, la communauté internationale a adopté plusieurs instruments juridiques militant en faveur de la protection de notre planète. Les derniers en date est l'accord de Paris sur le climat qui fut adopté en décembre 2015. Cet accord sur le climat, adopté en 2015 à la 21e session de la conférence des parties des nations des conventions cadres des Nations Unies sur le changement climatique, en amont de cette conférence, les pays ont soumis un plan d'action climatique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter aux effets néfastes du changement climatique, dénommé Contribution prévue déterminée au niveau national. Les engagements pris dans les CPDN déclinent les actions à entreprendre par les pays en vue de limiter le réchauffement climatique à 2%, à 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel au cours de ces siècles. La République de Djibouti a ratifié tous les traités relatifs à la lutte contre le changement climatique et a soumis
au secrétariat de la Convention des Nations Unies, cadre des Nations Unies sur le changement climatique, sa CDN initiale en 2015. Je vous emmène en Europe, plus précisément au Danemark, où l'ambassadeur Adel Mohamed Dileta a présenté hier à Sa Majesté Margaret II, reine du Danemark, ses lettres de créance accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Djibouti auprès du Royaume de Danemark. Après la cérémonie officielle, l'ambassadeur Adel Mohamed Dileta s'est entretenu en privé avec la souveraine qui lui a relayé les salutations cordiales du président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite. Pour sa part, la monarque danoise a d'emblée souhaité la bienvenue au Danemark au nouvel ambassadeur et lui a assuré une coopération pleine et entière dans son gouvernement, dans la réussite de sa mission durant son mandat, et lui a ensuite chargé de transmettre ses salutations sincères au chef de l'État djiboutien. Ensemble, ils ont échangé d'une part sur les relations bilatérales entre la République de Djibouti et le Royaume du Danemark, quant à la manière de renforcer la coopération et l'amitié entre les deux nations pour un partenariat prospère. D'autre part, ils ont évoqué les priorités et les grands défis traités actuellement, notamment l'actualité dans la région de la Corne de l'Afrique. Retour à Djibouti, où le ministère de la Jeunesse et de la Culture célèbre chaque année, le 1er novembre, la journée nationale et africaine de la jeunesse. Cette journée est célébrée par Djibouti pour la 15e année consécutive, à l'instar des pays du continent. Cette journée dédiée à la jeunesse est destinée à privilégier la jeunesse, la sensibiliser et à la mobiliser pour une prise de conscience des enjeux. Il s'agit aussi de le faire part de l'intérêt que lui accorde le gouvernement et surtout le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, et ce, dans une vision politique et prospective résolument tournée vers l'avenir. Cette tournée, c'est aussi un message pour inviter la jeunesse à relever ensemble les défis qui pointent à l'horizon. Enfin, cette fête de la jeunesse sert de challenge à une dynamique inspiratrice d'une synergie d'action et de l'ensemble des départements ministériels. Et ce, étant donné la transversalité du thème jeunesse. In fine, le credo du ministère de la Jeunesse et de la Culture, conformément à ses nouvelles attributions, est la promotion inclusive de la jeunesse, la révalorisation des cultures nationales. Bien sûr, dans le cadre de la politique du gouvernement axée sur la jeunesse, en phase avec la feuille de route du président de la République, premier défenseur de la promotion inclusive de la jeunesse. Cette journée se clôture depuis 2014 par la remise du Grand Prix du chef de l'État, Initiative Jeunesse. Eh bien, nous avons eu dans les éditions précédentes Mme Asli Hussein Mohamed qui nous a résumé en quoi consistait cette journée nationale et africaine de la jeunesse et quelles sont les nouveautés apportées. Essence du sommet qui s'est tenu à Banjul en 2006, qui a réuni les chefs d'État africains. Et donc, à l'issue de ça, la charte, les pays membres de l'Union africaine ont adopté la charte africaine de la jeunesse, sachant que cette charte, chaque pays devrait la ratifier. Et donc, Djibouti a ratifié cette charte en 2007. Et donc, de cette charte, Djibouti, comme vous avez dit, donc, va célébrer les 15 années d'existence de cette journée. Cette journée est d'abord nationale, mais par la suite africaine. Donc voilà un peu l'essence même de cette journée. Et cette journée, c'est une journée festive, une journée qui permettrait au ministère de la Jeunesse de faire un peu son bilan et par la suite, le chef d'État passe son message pour les jeunes pour l'année écoulée et l'année à venir, les perspectives du gouvernement. Alors, le Grand Prix du chef de l'État, c'est un prix qui récompense toute initiative jeune, que ce soit de l'ordre de l'insertion économique, de l'ordre de l'insertion sociale, de l'éducation populaire, mais aussi de la vie associative et culturelle. Donc, ça, c'est le principe du Grand Prix du chef de l'État. Le Grand Prix du chef de l'État, donc cette année, on a pour thème l'initiative jeunesse en économie bleue. Le thème de chaque année fait référence un peu au contexte national, mais régional aussi. Donc, vous savez que dernièrement, le chef d'État s'est rendu au sommet africain, et donc il avait fait, il a mis en exergue l'exploitation de l'économie bleue, que trouve un berceau propice pour Djibouti. Djibouti doit être un berceau propice pour l'essor et l'épanouissement de cette économie, vu par rapport à notre position géostratégique. Et voilà. Donc cette année, il y a une nouveauté. On ne présente plus le Grand Prix du chef de l'État. Mais il y a une nouveauté. La nouveauté est que nous avons numérisé
la participation et les candidatures du Grand Prix du chef de l'État, avec la collaboration de l'ANSI qui nous ont aidés. Et voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une interface qui a été créée. L'interface permet à tout jeune, de 15 à 35 ans, d'aller s'enregistrer aisément chez lui, à domicile, sans qu'il ait allé dans un CDC ou un centre de jeunes, récupérer avant les formulaires et les papiers, et c'est respectif de l'environnement. Donc, par la suite, une fois que l'inscription se fait, c'est très facile. Le candidat reçoit dans sa boîte mail une boîte dans sa boîte mail, un email disant que voilà, votre candidature a été faite, il y a un numéro qui s'affiche. Alors, comment fait-on pour s'inscrire? Il y a deux façons. Il y a le lien, il y a un lien qui est disponible, on peut cliquer sur le lien et voilà, donc il y a l'interface qui sort. Mais aussi, il y a un QR code. Donc, dans tous les CDC, il y a des affiches, il suffit que le jeune scanne le QR code et il a accès à l'interface. Et donc, voilà la nouveauté. Et donc, on essaie de respecter également l'objectif zéro papier et profiter des jeunes, des nouvelles technologies qui sont offertes aux jeunes. Alors, nous invitons les jeunes de cette tranche de 15 à 35 ans d'aller de façon massive à s'inscrire et aller sur l'interface, sur la plateforme qui est disponible, sur le lien qui est disponible au niveau des CDC. Nous invitons également les jeunes des régions qui ont la mer côté, donc d'aller massivement participer, surtout des jeunes filles. Et voilà, donc merci beaucoup. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi sous la présidence conjointe de l'honorable Abdelrahman Awali Yassine et Kaltoum Farah Saïd, la commission des affaires étrangères élargie, la commission de la législation, de l'administration générale et des droits de l'homme s'est penchée aujourd'hui sur l'analyse du projet portant ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Cette réunion a vu la participation des députés membres des deux commissions ainsi que d'autres élus intéressés par la thématique. Elle s'est tenue en présence de Mariam Hamadou Ali, ministre déléguée en charge de l'économie numérique et de l'innovation, accompagnée des cadres de son ministère. Suite à des délibérations approfondies et constructives entre les membres du Parlement et l'exécutif, les commissaires ont approuvé la transmission en séance publique du corpus examiné en y incluant au préalable des correctifs d'appoint. Santé à présent, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, a présidé l'ouverture d'un atelier de 3 jours au Hill Center Hotel d'Arta. Cet atelier organisé conjointement avec l'IGAD a pour objectif d'identifier et d'accélérer les décisions et directives des politiques régionaux de l'IGAD en matière de santé. Ainsi, cette rencontre entre les cadres du ministère de la Santé et les experts de l'IGAD vont identifier ensemble les obstacles de la mise en œuvre nationale en République de Djibouti et élaborer une feuille de route des activités qui devraient être prioritaires d'ici l'année 2024, y compris les besoins en renforcement des capacités et les ressources nécessaires à cet effet. Eh bien, les objectifs spécifiques de cet atelier seront d'élaborer un catalogue de politiques, des accords et des protocoles d'accords régionaux en matière de santé transfrontalière élaborés au cours de 2 dernières années, et examiner et documenter l'état de la mise en œuvre au niveau national et régional des politiques figurant dans le catalogue, d'identifier les facteurs qui favorisent et ceux qui entravent l'intégration en droit interne et la mise en œuvre efficace des politiques, accords et protocoles d'accords au niveau. Eh bien, dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné que cet atelier a pour objectif de faire le bilan de nos précédentes activités, évaluer les réalisations et surtout lancer un nouveau projet ambitieux axé sur la durabilité des systèmes de santé. Significatif qui marque un tournant dans notre quête commune pour renforcer les systèmes de santé dans notre région. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire le bilan de nos précédentes activités, évaluer nos réalisations et surtout lancer un nouveau projet ambitieux axé sur la durabilité des systèmes de santé. Au fil des années, l'IGAD s'est engagé à améliorer l'accès aux soins de santé, à renforcer les capacités des professionnels de la santé et à lutter contre les défis persistants dans notre région. Nous avons accompli beaucoup, mais nous reconnaissons également les défis qui subsistent. C'est pourquoi ce nouvel effort axé sur la durabilité
revêt une importance cruciale. Mesdames et messieurs, la durabilité des systèmes de santé locaux ne se limite pas à la simple continuité des services. Cela signifie également créer des bases solides, investir dans l'éducation et la formation, encourager l'innovation et surtout impliquer nos communautés de manière significative. Nous devons travailler main dans la main avec les parties prenantes locales, les professionnels de la santé et les décideurs politiques pour garantir que nos efforts sont bien ancrés dans nos sociétés. On change de thème, cette fois-ci l'éducation, où le secrétaire général du MENFOB, M. Mohamed Abdallah Mayoub, accompagné de la directrice générale du CFF, Mme Aïcha Farah Tiré, et de l'inspectrice générale de l'enseignement général, Mme Mouna Ismaël Abdou, a lancé ce matin un atelier portant sur le cadre méthodologique d'élaboration d'une politique nationale de la formation continue des personnels du MENFOB. Il a noté que cet atelier se déroule sous la houlette de 2 experts internationaux, à savoir Mme Yolande Sech et de M. Ali Humed, d'un expert national. L'objectif de cet atelier tend à mettre en œuvre la volonté du ministère de l'Éducation nationale de veiller à la qualité des apprentissages et à la réduction de l'échec scolaire et revêt ainsi une importance accrue. L'actualisation récente des référentiels métiers, la professionnalisation du personnel enseignant, des chefs d'établissement et du personnel d'encadrement pédagogique sont illustrations d'une étape importante. Face à l'hétérogénéité du public, des enseignants de plus en plus nombreux, des écarts d'ancienneté, une ruralité prégnante aux innovations, aux attentes de l'institution, le dispositif actuel de la formation continue n'apporte plus de résultats escomptés. Va porter toute sa noblesse et sa réactivité au service d'une élévation professionnelle des enseignants. Donc tous les acteurs, qui soient du service administratif, du service juridique, mais aussi et évidemment du service, enfin du cœur de la pédagogie, eh bien tous ensemble nous allons partir d'un diagnostic, d'un état des lieux de ce qu'est la formation continue dans le pays pour pouvoir trouver eh bien des orientations, des préconisations pour cette amélioration et qu'ensemble on puisse eh bien participer à un enrichissement professionnel et à la réussite des élèves. Régional à présent, en Somalie, des jeunes Somaliens de la diaspora fait du volontariat. Il s'agit de Ousmane Mahmoud Adan qui fait partie de ces jeunes Somaliens récemment rentrés au pays sur les routes du district de Qarana, Mogadiscio. Des panneaux indiquent la vitesse à laquelle on peut conduire, la patience requise. Des panneaux indiquent la vitesse à laquelle on peut conduire et la patience requise des conducteurs lorsqu'ils traversent la route réservée aux piétons. Ousmane a déclaré à la radio-télévision de Djibouti qu'il travaillait à rétablir le trafic routier à Mogadiscio, tout comme dans le reste du monde, alors que la ville se remet des destructions en Somalie. Le garçon qui sort chaque jour pour faire une partie de ce travail se trouve aujourd'hui sur le lieu où se déroule le travail avec les responsables de l'administration de la capitale Mogadiscio, ainsi que les agents des agences de sécurité opérant dans le district de Qaran. Ousmane Mahmoud nous a informé que ce processus passe par la deuxième phase, celle de la réparation des routes, notamment dans les zones les plus fréquentées, pour sauver la circulation et les piétons. Le président de la jeunesse de Mogadiscio, Abdikafi Mohamed Mahmoud, qui s'est entretenu avec notre correspondant, a félicité le garçon pour son initiative de retourner dans son pays. La diaspora somalienne qui rentre dans leur pays respectif apporte avec elle un monde différent qu'elle a appris, tandis que le gouvernement somalien s'efforce d'assurer la sécurité du pays. Et dans l'actualité internationale toujours, en Méditerranée, des migrants secourus au large de la Libye. Des migrants ont été secourus en Méditerranée lors des opérations menées vendredi par un navire de Médecins sans frontières. Au total, des 158 candidats au départ vers l'Europe. De nombreuses familles syriennes et des mineurs non accompagnés, des Égyptiens, des Bangladais et plusieurs subsahariens, principalement du Sud-Soudan. Leur embarcation de fortune était en péril au nord des côtes libyennes. Au moins 162 personnes se trouvaient à bord de la première embarcation qui avait presque en train de couler alors que le second bateau secouru était en bois et rempli de 96 personnes. Rappelant que plusieurs rapports des Nations Unies ont fait état de violations généralisées des systématiques
des droits de l'homme et d'abus à l'encontre des migrants en Libye, alors que les restrictions imposées du gouvernement italien rendent difficiles les opérations de sauvetage des migrants en mer ces derniers mois, selon les organisations humanitaires. Et je vous dis dans le titre, un rapport publié mardi par le Jardin botanique Royal de Crewe sont menacés d'extinction et pour celles, rapport-le, de Londres alerte sur la situation des espèces végétales. Elles sont menacées par la perte de l'habitat, la modification de l'utilisation des sols et le changement climatique. Ainsi, près de la moitié des espèces végétales connues, soit 45%, sont menacées d'extinction. Pour celles qui ne connaissent pas encore, la situation est plus grave. Jusqu'à 3 espèces sur 4, soit 77% de toutes les espèces végétales non encore identifiées sont déjà menacées d'extinction. Depuis 2020, plus de 18 000 nouvelles espèces de plantes et des champignons ont été nommées, toutes ont été ajoutées à la base des données internationales espèces végétales scientifiquement identifiées. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.